Alors, nous abordons aujourd'hui l'histoire de nos principautés au Moyen-Âge. Ça n'a pas de sens, évidemment, de parler de principauté belge pour cette époque, puisqu'il faudra attendre 1830 pour que tous les territoires qui constituent un jour la Belgique soient définitivement réunis entre eux, et quand je dis définitivement, dans l'actualité actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens, soient réunis entre eux pour former un État. Alors, le sujet que je me propose d'aborder avec vous est donc le suivant. Il s'agit d'étudier l'histoire politique, économique et sociale d'un ensemble de principautés qui, dans le courant du XVe siècle, vont être réunies entre les mains d'une famille qui est celle de la maison de Bourgogne. Et ces territoires passeront ensuite à la famille de Habsbourg. La période considérée aujourd'hui part du Xe siècle et s'arrête donc au seuil de l'époque bourguignonne, c'est-à-dire à la veille du XVe siècle, donc dans les années 1380. La première chose à signaler, c'est que à l'époque carolingienne, nos territoires font donc partie de ce vaste empire qui est celui de Charlemagne d'abord, et ensuite, à partir de 814, sous la mainmise de son fils Louis le Pieux. En 842, lors des serments de Strasbourg, deux des fils de Charlemagne décident de s'unir contre leur frère aîné Lothaire, et un an plus tard, en 843, au traité de Verdun en Lorraine, l'ensemble de l'Empire connaît un règlement pour quelques décennies, à savoir le partage de ce royaume franc, de ce regnum francorum, entre les trois fils survivants de Louis le Pieux. La partie occidentale de cet empire franc passe à Charles le Chauve. La partie orientale à Louis dit le Germanique, et la partie centrale va passer au frère aîné qui s'appelle Lothaire. Lothaire qui se trouve donc à la tête de la Francie médiane. Cette Francie médiane était mal lotie, puisqu'elle se trouvait comme dans un étau entre la Francie occidentale et orientale, et elle ne pouvait pas survivre à long terme. Et en effet, après la mort de Lothaire, qui avait hérité non seulement de la Francie médiane, mais du titre d'empereur, cette région va être partagée entre les frères de, les descendants des frères de Lothaire. Mais avant cela, ce sont ses fils et ses petits-fils qui héritent effectivement de cette Francie médiane, et c'est le fils de Lothaire, Lothaire II, qui va donner son nom à la partie septentrionale de la Francie médiane que l'on appelle la Lotharingie. Je ne vais pas évoquer du tout dans le cadre de cet exposé aujourd'hui quel fut le sort de la partie centrale et de la partie méridionale de la Francie médiane, autrement dit de la Bourgogne-Provence et de l'Italie du Nord. Je vais m'attarder ici que sur la Lotharingie au sens strict, c'est-à-dire la Francie médiane septentrionale. Alors cette Francie médiane septentrionale, elle va être ballottée entre la Francie occidentale et la Francie orientale, pour finalement se trouver dans l'escarcelle
des Carolingiens orientaux. On dit les descendants de Louis germanique. Mais l'Empire lui-même, ou plutôt la dynastie carolingienne de l'Est, elle-même disparaîtra bientôt, et ce sont donc d'autres dynastes qui vont succéder donc à cette branche des Carolingiens. La Lotharingie elle-même va être divisée en deux duchés. La Lotharingie septentrionale, que l'on appelle le Lothier, L-O-T-H-I-E-R, et d'autre part la Lotharingie méridionale, que l'on appelle aussi Lorraine. Vous savez peut-être d'ailleurs qu'en allemand, Lorraine se dit Lothringen. On traduirait, nous, par Lotharingie, justement. Donc ça va? La Lorraine, c'est la Lotharingie méridionale, tandis que la partie qui se trouve au nord du Cher s'appelle le Lothier, le duché de Lothier. Au XIe siècle, à la fin du XIe siècle et surtout au XIIe siècle, l'Empire, les empereurs ne sont plus des empereurs qui parviennent à tenir en main les différentes principautés féodales qui se sont progressivement dégagées depuis le Xe siècle de l'Empire. Et c'est ce qui explique qu'il va y avoir une autonomisation croissante des principautés du Lothier. Je vous montre ça directement sur la carte qui se trouve ici à gauche. Donc en fait, le Lothier, c'est toute cette région-ci. Ça va? Donc c'est la partie septentrionale de la Lotharingie. La Lorraine, c'est la partie qui se trouve ici au sud, et qui a donné son nom à ce qu'on appelle la Lorraine maintenant, mais la Lotharingie méridionale était plus grande, évidemment, que la province, que le territoire qu'on appelle Lorraine maintenant. Et ce duché de Lothier, vous voyez, ne va plus exister que nominalement. Il va être divisé en toute une série de territoires dont les titulaires, dont ceux qui les dirigent, vont s'autonomiser par rapport justement à l'empereur, au point de devenir pratiquement des souverains, on pourrait dire, presque indépendants. C'est pour ça qu'on les appelle des princes territoriaux, quel que soit leur titre, qu'ils soient comtes, qu'ils soient marquis, peu importe. Leur titre officiel, ce sont en fait des petits rois, si je puis dire. Autrement dit, ils sont souverains dans leur principauté. Ils disposent des signes et des qualités régaliennes, des fonctions régaliennes, à savoir la justice, la monnaie, ils disposent d'une armée. Autrement dit, ils inaugurent cette période que l'on appelle la féodalité, sur laquelle je ne reviendrai pas, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres cours précédemment. Alors vous voyez quelques-unes de ces principautés sur cette carte qui montre nos régions au XIe siècle. Vous voyez qu'il y a le comté de Hainaut, vous voyez qu'il y a l'embryon de ce qui va bientôt s'appeler plus tard, à partir du XIIe siècle, le duché de Brabant, c'est le comté de Bruxelles-Louvain, qui après absorption plus tard du marquisat d'Anvers deviendra le duché de Brabant. Vous avez également la principauté de Liège, qui est une principauté épiscopale qui fonctionne dans le cadre de ce qu'on appelle l'Église d'Empire, la Reichskirche. Et je vous ai expliqué dans le passé que les empereurs tenaient à ce système de principauté épiscopale ou archiépiscopale, puisque ça leur permettait, étant donné que les évêques et les archevêques n'ont pas de descendance mâle qui peut leur succéder, permettait évidemment de récupérer ces fiefs une fois le décès de leur titulaire.
Alors vous voyez également le comté de la Roche, vous voyez le comté de Chigny, vous voyez le comté de l'Arlon, vous voyez le comté de Luxembourg, qui par la suite, après avoir annexé le comté de la Roche, le comté de Chigny, le comté de l'Arlon, va constituer plus tard le duché de Luxembourg. Voilà, vous voyez également le comté de Limbourg, qui deviendra un jour un duché, et qui n'a strictement rien à voir territorialement avec la province de Limbourg actuelle. La province de Limbourg actuelle, en gros, c'est le comté de Loos. Le comté de Loos, qui fera partie de la principauté épiscopale de Liège. Vous remarquez également que ces principautés sont souvent à cheval sur plusieurs pays actuels. Je prends le cas du Hainaut. Vous voyez qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le Hainaut belge et ici aussi le Hainaut français, puisque le Hainaut belge, c'est la région de Mons, hein, qui est son chef-lieu, tandis que le comté, le sud du comté de Hainaut se trouve en France, régulièrement, avec Maubeuge, par exemple, ici, et Valenciennes, où se trouve le poids, je dirais, économique du Hainaut au Moyen-Âge. Alors vous allez me dire, et la Flandre? Je n'en ai pas encore parlé pour l'instant. Eh bien, la Flandre, elle se trouve à l'ouest de l'Escaut, sauf cette partie ici que l'on appelle la Flandre impériale. Ceci, c'est la Flandre française. Parce que le comte de Flandre était vassal du roi de France. Alors que tous les princes qui se trouvent à l'est de l'Escaut, c'est-à-dire dans dans le duché de Lothier, qui n'existe plus, sinon nominalement à ce moment-là, font partie du Saint-Empire romain, de la nation germanique. Voilà. Alors la situation est très différente, parce que autant ici ces princes ont pu vraiment devenir tout à fait autonomes, pratiquement sans aucune difficulté, ils se sont par contre, ils ont bataillé entre eux, hein, pour avoir certains territoires. Tandis que le comte de Flandre, là, il y a eu des hauts et des bas. Parce que autant l'Empire, je vous ai dit, au XIIe et au XIIIe siècle, tombe en quenouille pratiquement, surtout au XIIIe siècle. Tandis qu'en Flandre, au contraire, c'est juste l'inverse. Les rois de France, de la dynastie des Capétiens, partent d'un territoire qui est limité, je dirais, à l'Île-de-France, donc le bassin parisien, et progressivement, ce domaine royal va s'étendre, et la monarchie va devenir puissante, je dirais, seulement à partir de Philippe Auguste, et va devenir de plus en plus puissante au point de devenir, au XVIe siècle, le premier royaume d'Occident. Ça va? Bon, avec bien entendu l'Espagne en face. Et donc, à plusieurs reprises, les comtes de Flandre et les rois de France ne sont pas en bons termes. Je pense en particulier à l'époque de Philippe Auguste, lors de la bataille de Bouvines en 1215. Philippe Auguste, le roi de France, Philippe II Auguste, bat le comte de Flandre de Ferrand de Portugal, qui est allié à Othon, à l'empereur à ce moment-là. Même chose à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, les choses ne vont pas tellement bien également entre le roi de France et le comté de Flandre. Je vous renvoie à une bataille que vous connaissez, bien sûr, c'est la bataille des Éperons d'Or, au début du XIVe siècle. Une bataille lors de laquelle ce sont les communes flamandes qui défont la cavalerie du roi de France. Et cette date est restée suffisamment significative pour que la région flamande, la communauté flamande, en effet, sa fête nationale, si je puis dire, on peut vraiment dire nationale, pas seulement régionale pour les Flamands, qui se situe donc, c'est le 11 juillet si mes souvenirs sont bons, chaque année. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une principauté. Je vous ai expliqué ici comment ces principautés se constituent et surtout qu'elles se détachent du pouvoir central tel qu'il pouvait exister encore dans la première moitié du IXe siècle et progressivement s'autonomisent au point de devenir des territoires qui sont pratiquement autonomes, pourrait-on dire,
indépendant même, indépendant soit du roi de France, soit de l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, donc de l'Allemagne, hein, avec toutefois une petite nuance, c'est que le comte de Flandre est vassal du roi de France de la même manière que le comte de Hainaut, le duc de Brabant, le prince évêque de Liège, le comte de Luxembourg ou le comte de Limbourg, bientôt duc de Limbourg, sont vassaux de l'empereur. Voilà. Donc ils ont un certain nombre de droits, mais aussi d'obligations vis-à-vis de leur suzerain. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une principauté au Moyen-Âge? Eh bien, une principauté, c'est un ensemble de territoires qui ne forment pas une unité. Ce sont des territoires très composites, qui ont des statuts différents, et ces territoires, sur ces territoires reposent des droits dont bénéficie le prince territorial, qui sont très différents. Alors on trouve en fait 4 catégories de territoires, je dirais, dans une principauté territoriale. On trouve tout d'abord les territoires que le prince territorial, qu'il soit duc, comte, marquis, tout ce que vous voulez, possède, je dirais, de manière héréditaire, c'est ce que l'on appelle le domaine princier. Alors ce domaine peut être constitué même de conquêtes, éventuellement, d'achats, d'héritage, peuvent résulter également d'une politique matrimoniale. Donc ce n'est pas obligatoirement des territoires héréditaires, je dirais. Mais en tout cas, ce sont des territoires que le prince possède en propre, qui sont sa propriété, je dirais, sa propriété, et sur lesquels il exerce la totalité des droits souverains liés à sa fonction. Donc, il possède la totalité des droits sur le plan judiciaire, sur le plan militaire, sur le plan également sur le plan de la monnaie, l'émission de monnaie. Voilà. Donc, autrement dit, il a les droits régaliens complets sur ces territoires-là. Alors, à côté de cela, il y a des territoires que le prince, sur lesquels il exerce sa suzeraineté, mais sur lesquels il n'a pas une souveraineté complète, parce que ces territoires, ce sont des fiefs qui ont été concédés à des vassaux, par lui-même ou par ses ancêtres, et donc une partie de la puissance publique qui devrait, dans un État moderne, être exercée par celui qu'on appelle chez nous un chef d'État, eh bien, n'est pas exercée par le prince territorial parce qu'il y a des féodaux, il y a des titulaires de fiefs dans ces régions-là. Donc, vous pouvez avoir dans le comté de Hainaut un certain nombre de territoires qui sont des fiefs, qui sont entre les mains de personnages qui portent des titres différents, peu importe ici les noms, hein, et que lui-même ne dirige pas, sur lesquels il n'exerce pas la totalité des pouvoirs souverains. Ça va? Alors, il y a une troisième catégorie de territoires, c'est ce qu'on appelle les alleux. Il y a une trace dans la toponymie, dans une commune à proximité d'ici, Braine-l'Alleu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alleu? Un alleu, c'est un territoire que l'on pourrait appeler une zone franche. Une zone franche, c'est-à-dire que dans un alleu, eh bien, le prince territorial ne dispose qu'il a des droits souverains, entendons-nous bien, mais ce sont des terres qui sont pratiquement autonomes à l'intérieur de la principauté, sur lesquelles il ne peut pas exercer, par exemple, tous ses pouvoirs, même militaires ou même financiers. Et alors, il existe même une quatrième catégorie de terres, ce sont les terres d'église. Alors là, le prince territorial, qu'il soit duc ou comte, par exemple, n'est pas propriétaire, il n'est pas, je vous dis, non plus suzerain. Ce sont des terres, par exemple, d'abbaye, où le prince territorial possède le titre d'avoué. Donc ce sont des avoueries. Et un avoué, c'est en fait un personnage laïque qui exerce les droits
militaire et judiciaire que l'abbé de l'abbaye ne peut exercer en vertu de son statut religieux. Parce que, tout simplement, quand on lit saint Paul, il n'est pas question pour un homme d'Église d'exercer ce type de droit-là. Donc, je reprends les 4 catégories que j'ai pu énoncer jusqu'à présent. Donc, un prince territorial possède des terres en propre, c'est ce qu'on appelle le domaine princier. À côté de ça, je vous ai dit qu'il y a les fiefs. Troisième catégorie, il y a les terres franches, les alleux. Et enfin, il y a donc les terres d'église sur lesquelles le prince territorial exerce son droit d'avouerie. Autrement dit, il est le protecteur de l'abbaye, pas spécialement d'une abbaye, ça peut être d'autres, comment dirais-je, ça peut être comme à Nivelles, par exemple, vous pouvez avoir une collégiale, vous pouvez avoir le prince ou le duc qui exerce un droit d'avouerie en tant que prince laïque, justement, dans le ressort de la collégiale. Ça va? Alors maintenant, on va voir quels sont les liens qui unissent le prince à ces différents sujets. Alors, le prince, tout d'abord, est lié par les différents territoires dont je vous ai parlé, d'abord lié par un lien personnel. Alors, ce lien personnel va tenir jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au XVIIIe siècle. Autrement dit, quand, au XVIIIe siècle, entre 1740 et 1780, Marie-Thérèse règne sur nos régions, elle ne règne pas en tant qu'impératrice, elle règne en tant que duchesse de Brabant, comtesse de Flandre, comte de Namur, duchesse de Limbourg, duchesse de Luxembourg, comtesse de Namur, etc. Ça va? Donc c'est très très important de savoir ça. Autrement dit, jusqu'à la veille de la Révolution française, eh bien, les Belges n'existent pas. Vous êtes sujet d'un prince territorial en tant qu'habitant d'un terroir donné, d'un territoire donné. Donc quand vous êtes à Nivelles, vous êtes brabançon. Vous n'êtes pas belge. Quand vous êtes à Bruges, vous êtes flamand. Voilà. Si vous êtes à Asselt, vous êtes un habitant du comté de l'Oise, etc., etc., etc. Et donc, vous avez bien compris que c'est bien un lien personnel. Alors, toutefois, dans nos principautés, ça va se faire très lentement. Il va y avoir un certain nombre d'institutions communes qui vont se mettre en place et dont je vous parlerai au second semestre, lorsqu'il sera question des Bourguignons et puis des Habsbourg plus tard. Alors, dans ces principautés, autour du prince, qu'il soit comte ou duc, de nouveau, je vous ai dit que prince est un terme générique, mais ce n'est pas un terme officiel, c'est pour ça qu'il faut mettre prince entre guillemets. Vous avez des conseillers, des amis du prince, un certain nombre de hauts personnages de la principauté que le prince rassemble à certaines occasions et qui constituent sa cour. Le terme utilisé d'ailleurs à cette époque-là, souvent vous êtes dans un duché ou dans un comté, eh bien on va parler de curia ducis, la cour du duc, ou de curia comitis, donc la cour du comiti, excusez-moi, comitus comiti, voilà. Donc vous voyez, ah non, excusez-moi, c'est comes comitis, donc c'est bien comitis au génitif. Voilà, je cherchais le nominatif, c'est bien comes, donc c'est comitis également. De la même manière que le roi de France, à la même époque, a également sa curia, c'est ce qu'on appelle la curia regis. Alors, ces conseillers qui se trouvent autour du comte, il les réunit sporadiquement. Ce ne sont pas des gens qui sont là constamment autour de lui, en tout cas dans un premier temps.
Ce sont, entre autres, des feudataires, donc des gens qui possèdent un fief. Ça peut être des abbés qui dirigent des abbayes. Ça va être plus tard aussi, à partir du XIIIe et du XIVe siècle, des représentants des notables des villes. Et c'est comme ça qu'à partir du XIVe siècle va se mettre en place un système qui annonce le système parlementaire, qui est en tout cas un système représentatif. Et ce système représentatif, c'est ce qu'on va appeler les États. Les États. Il y aura les États de Brabant, il y aura les États de Flandre, il y aura les États de Luxembourg. Et plus tard, en France, ces États ne seront rien d'autre que les États provinciaux qui vont recueillir les cahiers de doléances en 1789 et dont des délégués sont envoyés aux États généraux qui est l'organe représentatif, je dirais, de la France en 1789. Vous savez que ceux-ci n'ont plus été réunis pendant 175 ans, entre 1614 et 1789. En France, on dit bien. Parce qu'on est à l'époque de l'absolutisme. Alors, dans nos régions, ça va se passer aussi. Je vous en parlerai plus tard. Les États généraux se réunissent sporadiquement, donc, au XVe siècle, au XVIe siècle aussi. Ils vont avoir de moins en moins de pouvoir parce qu'on est à une époque où de montée de l'absolutisme, de centralisation, et alors au XVIIe, au XVIIIe siècle, on n'en parle plus. Hein. Les États provinciaux, eux, vont continuer à se réunir, mais les États généraux, on n'en parle plus. Hein, à partir de 1632, si mes souvenirs sont bons, dans les Pays-Bas méridionaux, hein, dans les Pays-Bas espagnols. Peut-être 1634, je peux vous dire, 1634. Voilà. Alors, maintenant, que font ces organes représentatifs? Eh bien, ils ont une double fonction. La première, c'est que le prince les convoque pour des raisons financières, lorsqu'il s'agit de lever des impôts. Alors, grâce à cet organe représentatif, il parvient à mettre d'accord, dans le cadre d'un rapport de force évidemment, les différents membres de ces États pour qu'ils apportent leur contribution à la gestion de la principauté territoriale. Mais très rapidement, à partir du moment où ces États, dont ces organes représentatifs, donnent de l'argent, apportent une contribution, ils vont vouloir s'arroger le droit de contrôler, de surveiller l'usage qui va être fait de l'argent ainsi récolté. Donc on voit déjà en gestation ici la formation de ce que l'on appelle habituellement l'État moderne, qui va transiter dans une première phase par l'État absolutiste avant de passer à son stade démocratique à partir du XIXe siècle. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire quant à l'organisation politique de ces principautés. Maintenant, je vais passer à ce qui intéresse davantage les sujets du prince pendant la période considérée, donc du Xe à la fin du XIVe siècle, donc jusque dans les années 1380. Autrement dit, la vie économique et sociale. La grande majorité des habitants de nos principautés à cette époque du Moyen-Âge vivent à la campagne. La très très grande majorité. Toutefois, il y a une particularité de nos régions, c'est que c'est la région sans doute la plus urbanisée d'Europe, avec l'Italie du Nord, bien entendu. Au point que même au XIVe siècle, Gand est la ville la plus peuplée d'Occident, après Paris, bien entendu.
entendu, qui connaît des chiffres très importants au XIIIe siècle, et les villes d'Italie du Nord. Sauf erreur de ma part, il va y avoir 56 000 habitants à Gand au XIVe siècle, ce qui est tout à fait considérable pour l'époque. Alors ces villes, on va étudier un petit peu l'histoire de ces villes, qui sont vraiment une caractéristique de nos régions au Moyen-Âge. Ces villes, elles résultent de la conjonction de plusieurs fonctions. Mais la première de ces fonctions est, la plupart du temps, liée au commerce. Il existait déjà à l'époque carolingienne des bourgades qui étaient des lieux où se pratiquaient des marchés, ça c'est sûr. Souvenez-vous ce que j'ai pu vous dire lorsque nous avons analysé ensemble un texte du début de l'époque carolingienne, un texte qui date du milieu du 8e siècle. Vous vous en souvenez, c'est un texte où il était question d'un marchand qui s'occupait d'un enfant sourd et muet. Vous vous souvenez? Donc il y a de ça, on a vu ça il y a un mois et demi, donc ça pourrait être présent dans les mémoires. Alors, il existait donc des lieux de commerce, mais commerce plutôt local, mais aussi les régionales qu'internationales à cette époque-là, même s'il y a effectivement quelques ports que j'ai pu vous citer à l'époque, vous vous souvenez d'Orstadt, Aitabouk, Katowice, des choses comme ça, mais enfin, en gros, même s'il existe des marchés locaux, ceux-ci ne sont pas très importants. Mais en tout cas, ils existent, et ça mérite d'être noté. À partir maintenant du XIe siècle, on va assister à un phénomène tout à fait remarquable, c'est la naissance de villes, d'une économie urbaine tout à fait dynamique, qui connaîtra son apogée au XIIIe et au XIVe siècle dans nos régions. 3 régions méritent d'être notées, remarquées. Au XIe siècle, il y a la région Mosane, donc les villes de la région Mosane. Donc, c'est cette région-ci. Donc, on peut mettre dans cette région, donc, Dinan, Namur, oui, Liège. Alors, cette région Mosane est caractérisée par le développement d'une métallurgie. Qui va connaître son apogée donc au XIe siècle, mais qui va au XIIe et au XIIIe siècle perdre de son importance. Sauf peut-être pour Liège, qui est un grand centre de la métallurgie encore au XVIe siècle. Et vous savez qu'il en reste des traces à l'heure actuelle, parce qu'à Herstal, vous avez la fabrique nationale. Donc, juste à côté de Liège. On parlera encore, et on parle toujours de dinanterie. Et donc, l'artisanat du cuivre, du laiton, de l'étain, va être une caractéristique de la région Mosane. Mais le déplacement de la route qui, depuis le Bas-Empire, reliait Boulogne et Bavay à Cologne, en passant par Bruxelles, va se déplacer de Bruges vers Bruxelles et de Bruxelles vers Cologne. Donc je vous montre ceci. Alors, le comté de Boulogne se trouve ici. Vous aviez en fait une route qui allait donc de Boulogne à Bruxelles et de Bruxelles à Cologne, qui est là. Donc, en gros, une route, vous voyez,
commerciale qui traversait notre pays d'ouest en est. À partir du XIIe siècle, le tronçon Bruxelles-Cologne existe toujours, mais cette fois-ci, le tronçon Boulogne-Bruxelles disparaît, ou en tout cas tombe en désuétude, au profit d'un tronçon Bruxelles-Bruges, donc ici. Voilà. Parce que, à partir du XIIe siècle, Bruges va devenir un lieu d'artisanat important, dans le domaine de l'industrie drapière, bien entendu. Alors, deuxième région où les villes se développent, c'est le comté de Flandre. Je vous ai dit que le comté de Flandre, vous voyez, il est assez vaste, puisqu'il correspond en gros, si vous incluez ici la Flandre impériale qui se trouve sur la rive droite de l'Escaut, ça correspond maintenant à la province de Flandre orientale, de la province de Flandre occidentale et du département du Nord en France. Ici, hein, c'est le département du Nord en France. Donc ça correspond à 3 provinces, c'est assez important. Hein. Voilà. Alors, là, ce n'est pas la métallurgie qui va dominer dans ces villas, c'est l'industrie de la draperie. La draperie. Alors, cette industrie de la draperie va devenir très très importante. Et cette industrie de la draperie, elle n'est pas dominée par les artisans, autrement dit par ce qu'on pourrait appeler des proto-industriels. Elle est dominée par les marchands, parce que ce sont les marchands qui font travailler les gens qui travaillent dans l'industrie drapière. Ce sont eux qui commandent. Alors comment font-ils? Ils achètent à bas prix le textile nécessaire à la confection de ces draps. Vous savez que le drap est fait à partir de la laine. Vous savez que le lin sert à faire de la toile, tandis que la laine sert à faire du drap. Et cette laine, elle vient d'où? Eh bien, cette laine, elle vient d'Angleterre. Elle vient d'Angleterre, au troupeau de moutons. Alors, cette laine va être achetée à bas prix, donc aux éleveurs, aux bergers anglais, très très bon marché. Les marchands vont faire travailler donc en Flandre, dans les villes et dans les bourgades autour des grandes villes comme Bruges, Gand ou Ypres, vont faire travailler donc des ouvriers de l'industrie textile à très bas prix, et donc ça va générer des profits énormes, parce que ces marchands les vendent, ces laines, un petit peu partout en Europe. Ils les vendent où? Eh bien, ils les vendent en Italie du Nord, ils les vendent en France, ils les vendent en Allemagne, parfois même beaucoup plus loin encore, hein, près de la Baltique. Ils les vendent même en Angleterre. Vous voyez qu'évidemment, l'Angleterre est presque colonisée à cette époque-là, au XIIe siècle, par la Flandre. C'est exactement l'Angleterre qui va devenir plus tard la première puissance coloniale du monde, va appliquer à l'Inde, par exemple, exactement ce qu'elle avait subi de la Flandre plusieurs siècles plus tôt. Vous connaissez le principe des cotonnades, par exemple, en Inde. Donc on achetait très très bon marché du coton. Hein. Les Anglais, là je parle au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on le faisait manufacturer dans les usines en Angleterre, et puis on le revendait évidemment sur les marchés coloniaux ou aux autres pays européens. Eh bien, les Flamands sont l'inventeur, je dirais, de la colonisation. Enfin non, ça existait déjà à l'époque de l'Antiquité, hein, avec les Phéniciens ou avec les Grecs, par exemple. Mais donc, ils faisaient travailler donc, ces bergers anglais qui avaient qui avaient des troupeaux. Ils achetaient la laine monarchée, ils la travaillaient en Flandre, en exploitant leurs propres... Je ne vais pas dire compatriotes, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de patrie à cette époque-là. Mais enfin, les habitants, les ouvriers qui travaillaient dans des conditions extrêmement pénibles en Flandre, et puis le revendaient très cher. Le drap étant un produit de luxe, il ne faut pas oublier, pour nous ça paraît banal, hein, mais à cette époque-là, c'était des produits de luxe. Alors,
les Anglais, évidemment, et pas seulement les Anglais, les Italiens, même les Allemands et les Français, vont comprendre évidemment que ces produits, par exemple à Lyon, permettent de générer des profits importants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais eux-mêmes vont acheter de la matière première bon marché, d'autant plus que certains la produisent eux-mêmes, parce qu'ils ont des moutons, ils ont des troupeaux de moutons. Et ils vont eux-mêmes fabriquer des draps. À partir de ce moment-là, à partir du XIIIe, XIVe siècle surtout, l'industrie drapière de Flandre va se trouver en concurrence avec d'autres marchés et va commencer à décliner, ce qui ne va pas empêcher toutefois Gand et Bruges de rester des villes drapières importantes, bien entendu, jusqu'au XIVe siècle. Mais il y a une troisième région où l'essor économique va se faire chez nous, c'est évidemment dans les villes brabançonnes. Alors le Brabant, je vous ai expliqué tout d'abord que c'est ce qu'on appelle ici le comté de Bruxelles-Louvain, qui va s'agrandir par la suite avec l'annexion du marquisat d'Anvers. Alors, on trouve parmi les grandes villes brabançonnes, outre Bruxelles, outre Louvain, mais bien entendu Malines. On va trouver également Anvers, Anvers qui existe depuis le haut Moyen-Âge. C'est une très vieille ville, Anvers. Bruxelles ne remonte qu'à la deuxième moitié du Xe siècle de notre ère. Bruxelles est construite autour d'un castrum, c'est-à-dire une place fortifiée, à partir de l'îlot Saint-Géry, qui se trouve près de la place de Brouckère à Bruxelles, en fait. Donc il y avait deux pôles, le pôle marchand, la région de l'îlot Saint-Géry, où il y a les halles Saint-Géry qu'on a transformées en Sainte-Exposition pour l'instant, et il y avait d'autre part la région qui se trouvait plus au nord, à Bruxelles, la région de Sainte-Gudule, où se trouvait le château du comte, et vous avez une première église, une première église avec Saint-Géry aussi, mais qui est créée, c'est Saint-Michel. Plus tard, il y aura Saint-Michel et Gudule quand on aura transféré les reliques de Saint-Gudule qui se trouvaient à Saint-Géry à Saint-Michel. Voilà. Alors maintenant, je peux vous faire évidemment l'histoire de chacune de ces villes, il n'en est pas question ici, mais retenez quand même que ces villes vont se développer au XIVe siècle. Entre autres, c'est lié entre autres évidemment au déclin de la draperie dans les Flandres. Alors, est-ce que vous retenez bien maintenant les trois régions et les trois périodes où tout ça s'est développé? Donc, la région Mosanne. La région Mosanne connaît son apogée au XIe siècle, spécialité la métallurgie. 2. Au XIIe et XIIIe siècle, les villes flamandes connaissent leur apogée, avec Gand, Bruges et Ypres. Attendez, où se trouve Ypres? Je ne vois pas bien Ypres ici, quelque part. Voilà, Ypres est ici donc. Ypres, Bruges et Gand. Voilà, ce sont les trois villes principales. Il y en a d'autres également en France. Et puis finalement, au XIVe siècle, les villes brabançonnes comme Bruxelles, Louvain, Malines et Anvers, que je ne vois pas ici. Ici, Anvers, voilà. On est un petit peu perturbé puisque les cartes, il y a eu des modifications quand vous voyez également les côtes de la côte belge n'est plus tout à fait la même puisqu'il y a eu des avancées et des reculs de l'eau par rapport à cette époque-là. Donc on est un petit peu décontenancé, il faut se réhabituer quand on voit des cartes anciennes. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment l'on vivait dans ces villes au Moyen-Âge, quelle était la dynamique sociale de ces villes. Alors, la dynamique sociale de ces villes, c'est quoi? Eh bien, c'est que dès le XIIe siècle, un patriciat se met à diriger les villes de nos régions, dans nos principautés, et ce patriciat, on ne sait pas très bien d'où il est issu.
certains parlent de cadets de familles seigneuriales qui se seraient venus installer dans les villes, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on appelle le patriciat, en référence justement à ce groupe social, à cette classe sociale qui existait dans l'Antiquité romaine, eh bien, domine économiquement et politiquement les villes. Politiquement, parce que ce sont eux qui ont pratiquement tout à dire. Ensuite, quand je dis pratiquement tout, n'oublions pas quand même que les villes ont été constituées dans le cadre, sur des territoires appartenant justement au prince. Et que donc, nominalement, c'est quand même le prince, le duc, le comte, qui dirige le territoire urbain. Mais dès le XIIe siècle, même dès le XIe siècle, pour Louis, qui a sa charte, qui est accordée par le prince évêque, lui qui se trouve ici, voilà, une charte urbaine qui est donc accordée. Quand je dis accordée, il faut toujours se dire que c'est accordé entre guillemets, c'est toujours dans le cadre d'un rapport de force. Souvent, le prince accorde une charte, soit parce qu'il n'a pas tellement de choix, parce que s'il n'accorde pas de charte, eh bien, il va perdre effectivement, il risque de ne pas avoir les bénéfices du commerce urbain, également parce que des villageois ne seront pas attirés par, je dirais, l'attractivité de ce milieu urbain. Alors, les chartes urbaines, je vous ai dit que oui, c'est la première pour nos régions, je crois que c'est 1066, mais c'est la date de la bataille d'Hastings. Eh bien, oui, obtient la première charte connue dans nos régions, et cette charte est une charte de franchise. C'est une charte qui accorde aux habitants de Huy, que l'on peut appeler dès lors des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui habitent dans des bourgs, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des classes moyennes, rien à voir, des gens qui habitent dans les bourgs. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on a gardé d'ailleurs un terme dans notre vocabulaire institutionnel dans les communes. Vous savez, on parle de commune d'ailleurs, en commune, on remonte au Moyen-Âge, mais on parle encore de bourgmestre. Le bourgmestre, c'est le maître du bourg. Vous savez qu'en France, on parle de maire. Le maire, c'est le mayor, le plus grand du village. Et chez nous, on parle de bourgmestre. Voilà. Alors, les villes vont obtenir des chartes. Alors, ces chartes, c'est donc des ensembles de droits que les habitants de la ville ont et qui les distinguent du peuple rural, de ceux qui vivent à la campagne. Il y a une expression d'ailleurs du Moyen-Âge de cette époque-là qui est que l'air de la ville rend libre. Autrement dit, le fait d'habiter dans une ville vous permet d'éviter le fort mariage, donc vous vous souvenez, de l'avortement, du sens, du droit d'ost, du droit de gîte que possédait le seigneur. Ça vous permet d'éviter également les ton-lieux. Pourquoi? Parce que plutôt que de verser tous ces droits, comment dirais-je, sur le plan financier, ou de payer des droits en nature, comme par exemple le charroi, la corvée, enfin toute une série de droits qui existaient pour les paysans, eh bien, les habitants de la ville payent une somme fixe qui va au duc ou au comte. Et le comte, finalement, ça l'arrange d'avoir une somme d'argent qui est fixée dans le cadre de ces chartes urbaines. Alors, ces chartes urbaines prévoient également qu'il y a non seulement des droits, je dirais, de type financier et juridique, mais il y a également des spécificités judiciaires quand vous êtes dans une ville. Quand vous êtes dans une ville, vous avez le droit d'être jugé, non pas par le représentant, enfin par la justice princière en tant que seigneur de la terre, dans le cadre d'une seigneurie, mais vous êtes jugé par la justice urbaine, ce que l'on appelle un échevinage. Et vous remarquez qu'en Belgique aussi, à l'inverse de la France, on continue à utiliser le terme échevin qui remonte au Moyen-Âge. Sauf que, en France, on parle d'adjoint au maire. Vous savez qu'en Belgique, on parle d'échevin.
Eh bien, les échevins, ce sont des personnes, alors qui à l'origine étaient choisies par le prince, et puis bientôt qui vont être choisies par les notables de la ville. Et ces échevins, alors ça dépend de la principauté dans laquelle vous êtes, mais qui ont des fonctions administratives et judiciaires ou seulement judiciaires. Ça dépend si vous vous trouvez en Brabant ou dans la principauté de Liège, par exemple. Alors vous vous souvenez que tout à l'heure j'expliquais que au XIIe siècle, c'est le patriciat qui a l'eau du pavé. Mais il se fait que depuis déjà le XIe siècle, des guildes avaient été créées. Qu'est-ce que c'est qu'une guilde? C'est une association de marchands qui se forment pour pouvoir négocier dans la paix en se protégeant, si vous voulez, en s'unissant. Ces guildes avaient parrainé, mais parrainé au sens presque mafieux du terme, donc c'est-à-dire dans le cadre d'un lien de dépendance, l'organisation des métiers dans les villes. Autrement dit, ce sont donc bien les marchands qui vont superviser la production industrielle dans les villes, ou artisanale, si vous voulez, si vous trouvez que le mot industriel est un peu fort. Je crois qu'on peut parler d'industrie drapière, véritablement, ou métallurgique à cette époque-là. Et donc, ces marchands qui ont fondé des guildes parrainent, ou plus exactement, créent des corporations qui regroupent les artisans par métier. Donc la notion de corporation est essentielle, évidemment, pour comprendre l'histoire médiévale, pour comprendre la suite de l'histoire économique et sociale jusqu'à la Révolution française, voire même pour comprendre quel était l'objectif des régimes fascistes de l'entre-deux-guerres, qui ont même duré jusque dans les années 70 du siècle passé au Portugal et en Espagne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corporation? C'est une association professionnelle, mais ces associations professionnelles visent essentiellement à réglementer la profession. Réglementer, ça veut dire que quand vous êtes membre d'une corporation, vous êtes protégé, mais en même temps, cette protection même vous étrangle, parce qu'elle conduit à la sclérose de la profession. Alors la réglementation touche quel secteur prioritairement? Tout d'abord, la production. Dans les règlements des corporations, on explique par le menu, par le détail, quelle doit être la forme des fabricats, des fabrications du métier auquel vous appartenez. Par exemple, un drap doit être fait de telle matière, ce qui en garantit la qualité. Il doit mesurer, la pièce d'étoffe doit mesurer autant de centimètres, autant de mètres, ni plus, ni moins. On vous dit dans quelles conditions ça doit être fait. Alors, sur le plan social, les corporations sont strictement hiérarchisées. Dans ces corporations, vous avez ceux qui possèdent les moyens de production, autrement dit, qui sont propriétaires de l'atelier dans lequel les laines, si on est en Flandre, ça peut être un autre produit ailleurs, sont constitués. Donc, ces outils, ces moyens de production sont entre les mains des maîtres. Alors, il y a des gens qui ont les mêmes compétences qu'eux, mais qui travaillent pour les maîtres et que l'on appelle les compagnons. Et pour ceux qui apprennent leur métier et qui, eux, travaillent dans des conditions très, très lourdes, très difficiles, et qui, en plus de ça, ne sont pas payés, ou très peu, vous avez des apprentis. Donc, on a un système très hiérarchisé, où dans chaque corporation, vous avez des maîtres, des compagnons et des apprentis, et ce système, on ne peut pas y déroger.
Alors, le pouvoir politique est lié au pouvoir économique. Mais avant de vous parler de cela, je voudrais quand même signaler que les règlements des corporations prévoient aussi qu'il n'y a pas moyen de bouger socialement. Pourquoi? Parce que les métiers, les maîtrises, c'est-à-dire la charge, quand vous êtes titulaire d'une maîtrise, vous avez la possibilité, et à un moment donné ça va devenir la règle, de transmettre à vos descendants et à eux seuls le titre de maître. Autrement dit, il n'y a plus de possibilité d'avoir une mobilité sociale et une dynamique dans cette société. Les maîtres ne seront plus que des fils de maîtres. Et les compagnons ne pourront jamais devenir des maîtres, même s'ils sont très malins, s'ils sont très calés dans leur métier, et même s'ils ont des sous. Il n'y a plus moyen de bouger. Donc c'est une société sclérosée. Alors, justement, l'existence de ces corporations de métiers, et d'autre part de ce patriciat, va conduire au XIIIe et surtout au XIVe siècle à des conflits. La première moitié du XIVe siècle est très riche, si je puis dire, en conflits sociaux. Vous allez avoir des conflits sociaux, que ce soit à Bruges, à Gand, à Liège ou en Brabant également, entre d'une part ce patriciat qui dirige la ville, qui occupe les fonctions administratives et judiciaires, mais qui aussi, et je dirais peut-être d'ailleurs d'abord, il faut peut-être tourner le problème, le remettre la situation sur sa base et non pas sur sa tête, ce patriciat qui dirige économiquement aussi la ville, parce que lui seul possède le capital, parce que lui seul possède des biens immobiliers dans la ville, et pas seulement immobiliers, des biens mobiliers également, eh bien, cela va conduire à des conflits importants au début du XIVe siècle et au milieu du XIVe siècle en Flandre. Je ne citerai que le nom de deux personnages que vous connaissez certainement, Jacques et Philippe van Artevelde, bien sûr. On connaîtra des conflits similaires à l'époque de Charles V en France aussi, avec le prévôt des marchands Étienne Marcel. Et là, c'est un conflit, je dirais, entre les gros bonnets et les petits bonnets. Mais entendons-nous, ce n'est pas le petit peuple, hein. C'est entre, je dirais, les gros bourgeois et les petits bourgeois, pour essayer de faire simple. Entre les métiers d'une part et le patriciat. Alors ces conflits sociaux, qui vont être parfois extrêmement durs, vont conduire, selon des modalités diverses, souvent à des compromis, dans la deuxième moitié, non déjà au XIVe siècle, ou au début du XVe siècle, entre ces deux factions, je dirais, du peuple urbain. Entendons-nous bien, le petit peuple n'est pas vraiment convié à partager le pouvoir. C'est un partage de pouvoir entre ceux qui possèdent le capital et les petits métiers. Mais rien d'autre que ça. Il ne s'agit pas évidemment de révolution de type démocratique au sens contemporain du terme, même si le mot démocratique a été utilisé, et peut-être à juste titre, parce que c'est quand même l'ancêtre de révolte démocratique, mais ça n'a rien à voir évidemment avec la prise de pouvoir par un quelconque prolétariat. Le prolétariat n'est pas, si on veut parler de prolétariat urbain à cette époque-là, n'est pas convié évidemment à diriger les villes à ce moment-là. Voilà. Alors, vous ayant dit ça, je crois avoir fait le tour du problème. Je vous ai parlé de ce que c'était qu'une principauté territoriale. Je vous ai dit comment les composer, cette principauté territoriale. Je vous ai dit
comment elle est organisée, comment elle fonctionne sur le plan politique. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous ai parlé très rapidement des campagnes et plus longuement des villes, tant sur le plan économique et social que sur le plan politique. Donc retenez que les villes, à partir de la deuxième moitié du XIe siècle, je pense à oui, mais surtout au XIIe ou XIIIe siècle, vont acquérir dans nos régions beaucoup d'importance. Et on peut dire vraiment qu'au Moyen-Âge, si on met à part, une fois de plus, le nord de l'Italie, la Lombardie, la Vénétie, ou la région de la Toscane, par exemple, avec Florence, Pise, on peut dire que nos régions sont vraiment constituent un pôle économique de croissance tout à fait remarquable à cette époque-là dans le monde, et pas seulement en Europe. Alors les campagnes, je vais être très très bref, j'en ai touché un mot mais extrêmement rapide tout à l'heure. Retenez quand même que dans les campagnes, il y aura la volonté, et quand je dis les campagnes, je peux dire les petits bourgs, il y aura la volonté également de participer de cette croissance économique. Les maîtres, ces dirigeants, ces ancêtres de capitalistes, parce que pour moi ce sont des capitalistes, puisqu'ils fonctionnent déjà dans le cadre de la plus-value, accumulation primitive du capital, plus-value, etc. À cette époque-là, surtout exploitation du travail d'autrui, et avec l'existence d'un salariat également. Les gens sont bien payés sur base d'un salaire. Eh bien, dans les campagnes, à cette époque-là, il y a donc dans les petits bourgs la volonté d'essayer de participer à la richesse. Et c'est ainsi que des produits de deuxième catégorie, des serges, des cés, vont être produites dans ces petits bourgs de Flandre ou de Brabant et seront donc promis un très bel avenir. Voilà, donc je n'insisterai pas davantage, je ne vais pas vous parler de la vie des paysans dans les campagnes au Moyen-Âge dans nos régions, parce que j'ai fait donc toute une leçon sur les campagnes au Moyen-Âge et je ne reprendrai que des généralités de ce que j'ai déjà pu vous dire à propos des grands défrichements à partir du XIe siècle, à propos de cette croissance démographique qui permet évidemment une multiplication des ruraux, des paysans dans les campagnes, dont un certain nombre vont partir vers les villes, et c'est justement une production relativement excédentaire qui va permettre de travailler pour ces paysans avec les villes. Et il ne faut jamais oublier quand même que les campagnes et les villes fonctionnent en binôme. Il ne faut pas les séparer, même si sur le plan juridique, effectivement, il y a une séparation nette à partir de la deuxième moitié du XIe siècle et du XIIe siècle entre l'espace urbain et l'espace rural. Sur le plan économique, il fonctionne, je vous dis bien, en synergie. Les villes n'auraient pas pu naître et croître s'il n'y avait pas eu une prospérité croissante dans les campagnes. Et l'augmentation de la population dans les campagnes a permis à des ruraux de partir dans les villes, mais a permis également, grâce à la vente de cet excédent, la création d'activités du secteur secondaire, c'est-à-dire de transformation des matières premières, en particulier dans le domaine de la métallurgie ou dans le domaine de l'industrie drapière. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant quelques livres qui peuvent compléter utilement mon propos. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les sources. Pour présenter vos leçons, pour préparer vos leçons, vous avez bien sûr besoin de documents. Alors je vais vous montrer un recueil qui est ancien mais qui est toujours très utile. Il s'agit des lectures historiques, l'histoire d'après les sources, textes et réunis et commentés par Bonenfant, Puig et Vernier. C'est un ouvrage publié, tenez-vous bien, en 1937, mais qui est toujours utile et qui n'est pas remplacé. Le tome 1 va des origines à la mort de Charles le Téméraire, autrement dit, de 57 avant Jésus-Christ à 1477, mais la grande partie des textes que vous trouvez
dans ce livre porte sur la période que nous avons étudiée ensemble aujourd'hui. La grande majorité, parce que vous pensez bien que pour l'Antiquité, on n'a pas grand-chose comme document par César, puis quelques rares documents par la suite, et même pour l'époque mérovingienne, on n'a rien du tout non plus. Donc c'est surtout pour la période 10e, 14e siècle que vous trouverez des documents ici dedans. Alors, je vous montre un ouvrage qui a été publié par les éditions Brepols de Cornelis Decker, Roland Battens et Suzanne Deschamps, qui s'intitule Album Paléographicum, alors Septem Decem Provinciarum, enfin il faudrait le dire au génitif pluriel d'ailleurs. C'est un album de paléographie pour nos régions, pour le Moyen-Âge et pour les temps modernes. Ça va? Alors, je vous montre. Alors, ce sont toutes des planches, c'est très intéressant, vous allez voir. Je vous montre, par exemple, ici, un acte de Jean III, duc de Brabant, qui date de 1346. Donc, vous voyez, vous avez sur la page de droite, ici, le document lui-même, la charte. Alors, vous voyez qu'il y a, en bas de ce parchemin, vous avez des bandelettes, vous avez même un sceau. Vous avez la transcription au-dessus, et alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc la translittération, si je puis dire, en face. Donc vous avez le texte original, et vous avez non pas la traduction, mais la transcription en écriture moderne. Voilà, je vous en montre encore un autre. Allez, ici, c'est un acte passé devant les échevins de la ville d'Arras, pour l'achat, oui, Arras est en France, dans le nord de la France, par deux particuliers, et ça date d'avril 1263. Alors c'est en ancien français. Voilà, donc sur la page de gauche, ici, le texte original, et sur la page de droite, sa transcription. Voilà, donc ce sont des documents comme ceux-là que les historiens utilisent et sur lesquels ils travaillent pour reconstituer l'histoire du Moyen-Âge en général et dans nos régions en particulier. Je vais peut-être encore en trouver un autre, peut-être. Vous en avez à chaque page, évidemment. Alors ici, un texte du XIIe siècle, de 1175. Voilà. Alors, comme ça vous permet de voir également des échantillons d'écriture. Donc, de nouveau, sur la page de droite, le texte original, et sur la page de gauche, la transcription. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez vous exercer peut-être à faire un petit peu de paléographie. C'est ce qu'on apprend à l'université. C'est très amusant. Ici, ce sont encore ici, c'est un document facile à lire. Vous pouvez avoir des documents, évidemment, où l'écriture est carabinée. Encore un tout dernier. Ça m'amuse alors de vous montrer tout ça. Allez, ici, un document de 1368 en vieux flamand. C'est un dépense du receveur du ton-lieu, d'un ton-lieu. Vous vous souvenez ce que c'est un ton-lieu, Donc c'est une taxe que l'on paye pour le passage d'un pont, pour l'utilisation d'un chemin, voilà, et qui est perçue par le seigneur, ou par le prince territorial, bien sûr. Voilà. Alors, un manuel très utile, qui est ancien aussi, qui a près de 50 ans, mais que j'utilise moi-même encore, même s'il est dépassé sur un certain nombre de points, qui s'est publié aux éditions Casterman dans la collection Histoire et Humanité, et dont les chapitres concernant le Moyen-Âge dans nos régions sont rédigés plutôt par Léopold Génicot, qui est un grand médiéviste belge, qui était professeur à l'Université catholique de Louvain, qui est décédé maintenant. La partie moderne est rédigée par Jean Rouet et la partie contemporaine par Lefebvre. Mais en tout cas, la partie médiévale est très bien structurée, très pédagogique, et elle est faite par un grand médiéviste belge.
Alors, un ouvrage ancien mais incontournable, c'est l'histoire de Belgique de Henri Pirenne. Alors, je vous ai apporté le tome 1 des origines au commencement du XIVe siècle, qui couvre la période considérée aujourd'hui. J'ai apporté évidemment une édition ancienne qui est contemporaine de Pirenne lui-même. De René Douard, l'expansion économique belge au Moyen-Âge, dans la collection Notre Passé. Alors, de Vanout, alors, une histoire économique des anciens Pays-Bas entre 800 et 1800. C'est un ouvrage qui est apparu dans l'histoire économique du monde, chez Weidenfeld et Nicholson. De John Gillissen, c'était mon professeur d'histoire du droit à l'Université de Bruxelles, le régime représentatif avant 1790 en Belgique. On vous parle, entre autres, des États provinciaux, des États généraux dans nos régions. Alors, d'Henri Pirenne, le grand historien belge dont je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, les anciennes démocraties des Pays-Bas, publié en 1910, alors, c'était le grand médiéviste belge dans la première moitié du XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et les démocraties dont il est question ici, ce sont évidemment comment dirais-je, c'est tout ce mouvement qui se développe dans les villes au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, dans la région Moselle, en Flandre bien entendu, et aussi en Brabant. Une histoire de Flandre, des origines à nos jours, dans la collection de la Renaissance du livre. De Hans van Werweg, Bruges et Anvers, 8 siècles de commerce flamand. De François-Louis Ganshoff, qui était le successeur de Pirenne, La Flandre sous les premiers comtes, donc ce qui correspond à la carte que j'ai eu l'occasion de vous montrer tout à l'heure. De Hans van Werweg, également professeur à l'université de Gand. Gand esquisse l'histoire sociale, toujours la collection Notre Passé. En fait, enfin, de Henri Noé, La bataille des éperons d'or. Maintenant, on passe à l'histoire de Bruxelles, chez Privat, sous la direction de Mina Martens, sauf erreur de ma part, oui, certainement, voilà, qui était l'archiviste de la ville de Bruxelles, jadis. Il y a beaucoup d'histoires de Bruxelles, bon, je vous ai apporté celle-là parce qu'elle est la plus maniable et la moins lourde à porter. Il y en a d'autres, il y a celle par exemple de Jean Stengers, qui s'intitule Bruxelles, de métropole à capitale de l'Europe, quelque chose comme ça, je crois. Il y en a d'autres, hein. Il y a l'histoire de la région bruxelloise aussi. Alors, histoire de la Wallonie, de la préhistoire au XXIe siècle, sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper, édition Privat. Elle se trouve à la bibliothèque de l'école, si vous la cherchez. Voilà. Je n'ai pas apporté un ouvrage que j'ai déjà amené à d'autres reprises, qui s'intitule La Wallonie, le pays et les hommes, histoire, économie, société, dirigé par Hervé Ascar, en 1974. Alors, de Léopold Génicaud, déjà cité, Racine d'espérance, 20 siècles en Wallonie par les textes, les images et les cartes, chez Didier Attier. Il faut savoir que ce professeur d'histoire de l'Université de Louvain était un ardent militant wallon. Alors, celui qui fut même son maître, ici, Félix Rousseau, Namur, ville Mosanne. Je vois que dans la collection Notre Passé. Histoire de la principauté de Liège, de l'an 1000 à la Révolution, de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper, chez Privat. Donc je vous rappelle que la principauté de Liège n'a strictement rien à voir avec la province de Liège actuelle. Hein. Dinan faisait partie de la principauté de Liège, pas du comté de Namur. Alors, de Jean le Jeune, la principauté de Liège, chez Eugène Val, éditeur. Et pour terminer, de Fernand Vercauteren, lutte sociale à Liège, 13e et 14e siècle, à la Renaissance du livre. J'ai dit